Merci. Vous êtes ici à 9 personnes. On veut également vous impliquer, mais on va vous impliquer grâce à M. Slido, qui va poser des questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par Slido. Beaucoup de questions nous parviennent également concernant la politique. Donc, pour parler du thème de la politique, on voudrait avoir une recommandation politique très spécifique, très concrète. À votre avis, quelle est la recommandation politique par excellence qui doit être intégrée dans un prochain plan d'action de lutte contre la pauvreté fédérale? Ah là là. Je vous laisse le temps de réfléchir ou qui prend le relais. Supposons qu'on a tout à dire dans ce pays et vous devez établir un plan d'action au niveau de la pauvreté. Quelle est la recommandation en point de mire? Henk, ik zie u knikken. Henk? Ja, Quand on nous pose cette question, les dernières années, on a travaillé dur sur le non-recours des droits du côté du service. Donc, au niveau des processus d'interaction, on a eu des processus d'un semestre qui travaille sur un thème et l'effectivité des droits a été soulignée fortement dans ce travail. Il est important également que les autorités fassent quelque chose, mène une politique très spécifique concernant ce non-recours, ce non-take-up. Il est important également de souligner qu'il y a différentes raisons pour le non-take-up, dont le fait d'être conscient du fait qu'on a des droits, et alors on se rapproche également de la Convention des Nations Unies relative aux personnes avec un handicap. Là, on doit avoir un glissement de paradigme. On a des droits en tant que personne avec un handicap. Donc, il faut une reconnaissance des droits. Et ensuite, il y a également un manque d'informations, les procédures complexes, etc. Une seule recommandation, s'il vous plaît. Oui, et ensuite, il y a encore un point important. La réglementation est également très importante et la complexité, mais également la conditionnalité. On sait que plus conditionnelle est la politique, plus conditionnelle la réglementation, plus complexe devient Monsieur également l'octroi. Est-ce que vous avez une recommandation à faire si vous auriez la plume de cette action, plan d'action pauvreté et handicap, quelle serait la première recommandation pour vous? Par mon expérience, la première recommandation, c'est de revoir un petit peu le fonctionnement et l'appréciation, justement pour donner les options aux personnes handicapées de pouvoir améliorer. Je pourrais très bien rebondir sur mes deux dernières expériences, si vous me le permettez. Une expérience, pas deux. Je vais revenir sur la sécurité sociale. Je reçois un jour matin par le courrier comme quoi je ne peux plus conduire ma voiture. Voilà, mon permis n'est plus valable. Par faute parce que ma santé ne me permet plus de conduire un véhicule normal. On me dit que je dois prendre contact avec VIAS, avec mes médecins, que je fasse... Enfin, je fais toutes les démarches. Quand les démarches sont faites, on me dit, écoutez, vous devez avoir un véhicule adapté avec ça et ça et ça et ça, toute une panoplie, je vais au garage. Pour une voiture comme ça, c'est 30 000, plus 6 800 € d'adaptation dans une société spécialisée. Voilà, quand je demande si quelque chose est pris en charge, on me dit non. Voilà, je ne reçois rien. Il faut savoir que j'habite une région qui n'a pas de transport en commun. Il faut savoir que rien que pour aller à une partie de mes soins, il n'y a pas de transport en commun. Ben, comment fais-je? Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'on peut aborder un thème suivant? On va parcourir un peu tous les thèmes abordés dans le livre. Quand on va parler des allocations, le montant des allocations, etc., et le fait également d'avoir une relation avec d'autres mesures. Alors, en général, on parle de chiffres qui a droit à l'allocation, etc. On parle de définition de manière dont on peut dire, oui, vous
vous avez un handicap, vous n'en avez pas. Koen, est-ce qu'il y a des améliorations sur ce plan-là? Au niveau de la politique, est-ce qu'on a déjà fait des démarches dans ce sens-là? Et si on doit prendre des démarches, dans quel domaine, en fait? En fait, la politique, c'est en fait une question un peu étrange, c'est-à-dire dans ma présentation, j'ai déjà fait référence à la multitude de ministres qui doivent se concerter par rapport à la définition du handicap. C'est une question très importante. Parce que là, déjà, il y a beaucoup de définitions qui sont utilisées et à mon avis, on n'a pas encore assez de progrès au niveau de la définition. Ce qui est également très important, ce sont les critères pour évaluer cette définition. Et là, en fait, il y a un arrêt pendant presque 30 ans. Et cela continue à me frapper parce qu'on n'arrive pas à un débat sur le fond. Il y a eu une tentative il y a quelques ans, mais on n'arrive pas à mener un débat sur le fond. Et probablement, c'est dû à différentes choses. Quand on ouvre les débats, il sera plus clair de combien de moyens supplémentaires on aura besoin. Là, tout à l'heure, on a parlé de relèvement des allocations minimum, donc 1,8 milliard. Ça a été calculé, mais si on adapte les critères, on se retrouve dans une situation qui n'est pas du tout claire. Et je crois que c'est une des raisons. Une deuxième raison, c'est également la peur. Gisèle y a fait référence. Les gens qui ont un handicap ont peur. Serais-je la victime quand on va revoir le régime? Parce que vu la pénurie, on va prendre des décisions et peut-être il y aura des gens qui seront pénalisés, qui vont recevoir moins. Donc c'est également une deuxième explication pour cet arrêt, ce standstill. Et troisièmement, il y a des mesures divergentes existantes, c'est-à-dire la Flandre a choisi le sentier du financement individuel par personne avec un budget de soins, etc. Il y a encore d'autres mesures à d'autres niveaux. Et en fait, cela fait qu'il est très difficile d'avoir une cartographie de l'ensemble des situations. Donc, on a une machinerie très complexe et on ne sait pas sur quel bouton on doit appuyer. Donc, il y a donc ce facteur de la complexité, mais je peux également comprendre les associations et les personnes qui ne veulent pas devenir la victime d'une éventuelle adaptation. Et en plus, il y a également les factures qui ne seront pas claires lorsqu'il y a une adaptation. Donc, en ce moment-là, on a un cocktail qui va expliquer ce standstill, cet arrêt. Alors, quelle est votre recommandation prioritaire? En lisant le livre, je crois que c'est la conférence interministérielle. Bon, je crois que c'est la première phase. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais alors je crois qu'il est très important d'aborder ce point à ce niveau-là pour relancer le débat parce que tout le monde travaille sur son propre terrain, mais il y a une interaction avec beaucoup d'autres systèmes en premier lieu. Et deuxièmement, je ne crois pas que ce soit la seule solution. Il faut également regarder l'allocation d'intégration et on doit faire un choix absolu de ne plus regarder le revenu. Donc, est-ce que cela veut dire 60 000, 70 000? Non, je crois que c'est entre les deux, mais le maximum qui est utilisé maintenant est trop bas. Si on prend en sérieux le paiement des frais supplémentaires, alors on doit vraiment choisir une augmentation sérieuse. Vous l'avez déjà dit lorsque vous avez parlé de la définition du mesurage, pas seulement au niveau quantitatif, mais également au niveau qualitatif et également l'aspect humain. Peter, quel est votre ressenti au niveau des différents mesurages, le screening médical, etc.? Ja, anders zorg je zelf vertaald. Ja. Ja.
Bon, je ne retrouve plus le chemin dans toute cette administration. C'est très complexe. Parfois, j'ai des doutes et j'ai l'impression que même les services ne le savent plus. Quel est le problème? En fait, la transparence est assez importante, à mon avis. Donc, c'est déjà une piste d'amélioration. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Koen, les gens n'osent pas prendre des risques lorsqu'ils n'y réussissent pas. Souvent, c'est vraiment un défi. Parce que, de nouveau, on doit passer par la machinerie de l'administration et on doit espérer que tout sera réglé. Et si le cas n'est pas réglé, on a un problème majeur. Lise, est-ce vraiment le cas, ce que vient de dire Koen et Peter? Est-ce que les gens ont peur de cette procédure, donc de relever d'un statut ou d'un autre? Je crois que c'est vrai. Parce qu'on raconte beaucoup d'histoires. Quand j'ai commencé à travailler, les gens me disaient « Mais vous êtes folle d'aller travailler parce que vous avez déjà une allocation de remplacement et vous allez également perdre votre allocation d'intégration. Et maintenant, j'ai très peur de perdre cette allocation d'intégration parce que je dois travailler beaucoup pour gagner assez. Et suite à mon handicap, je ne peux pas travailler à temps plein. Si je dois travailler à temps plein, bon, peut-être je vais tomber malade pendant 3 semaines en cause de la fatigue, donc je ne peux pas travailler à temps plein. Bon, je me dirige maintenant à Henk et à Véronique. Souvent, on a parlé du fait qu'en premier lieu, on le souligne vraiment, et c'était surprenant, c'est-à-dire le partenaire d'une personne avec un handicap, en fait, se trouve également dans une situation dans une situation de risque de pauvreté. Et il y a également le prix de l'amour. Il y a le centre qui dit, voilà, on doit éliminer ce prix de l'amour, ou non. On doit le promouvoir, on doit le promouvoir parce qu'en fait, c'est le meilleur outil de lutte contre la pauvreté. Bon, de toute façon, cette problématique du statut de la cohabitation a été est survenue à la surface quand on parlait avec les associations et quand on a parlé de la citoyenneté et la pauvreté. Et là, on a d'emblée parlé de la citoyenneté, la participation à la société. Il est évident, on doit pouvoir choisir avec qui on va cohabiter. Il y a beaucoup d'avantages au niveau social quand on cohabite et également au niveau du nombre de logements utilisés. Alors, l'effet immédiat sur l'allocation est un frein très clair. Ça pose un problème parce que cela limite les gens par rapport à leur choix. Alors, en ce qui concerne l'allocation de remplacement de revenus, cela cadre dans la protection sociale. Donc, on va également regarder le ménage, donc le partenaire. Mais l'économie d'échelle sous-jacente, on dit, voilà, en cohabitant, vous allez faire des économies, mais c'est en fait sous-estimé parce qu'en fait, on doit compenser les frais supplémentaires. Donc, ça ne devrait pas jouer un rôle si on est cohabitant ou pas. Oui. Véronique, à partir de l'UNIA, vous regardez aussi ce prix de l'amour. Quelle est votre position? Oui, certainement. On le voit encore plus généralement.
Mon collègue, le délégué général aux droits de l'enfant, a dit récemment que la pauvreté est le fossoyeur des autres droits. Et ça montre bien que la personne handicapée est bloquée dans ses choix de vie, et pas seulement dans ses choix de vie, mais à tout point de vue, et que c'est un vrai parcours de combattant de pouvoir faire des choix de vivre où on veut, comment on veut, de pouvoir travailler, de pouvoir ne pas travailler, mais avoir une vie décente. Et c'est vrai que alors, en plus, la personne devrait vivre isolée, être encore plus isolée, non seulement par le fait de problèmes de mobilité, mais aussi de problèmes de revenus et de problèmes de sanctions si on vit en couple, en collectivité, ce qui serait en plus une solution pour ne pas terminer en institution. Gisèle, je suppose qu'également de la part de votre association, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Je vais mettre les pieds dans le plat. L'enjeu ici, c'est l'individualisation des droits. Je pense qu'il faut arriver à ce que le politique ait le courage et que nous insistions auprès d'eux, en tous les cas pour un prochain gouvernement, pour que cette problématique de la prise en compte des revenus du partenaire cesse. Et donc, c'est aller vers l'individualisation des droits. Et je rebondis d'ailleurs sur ce que vous disiez. Et vous avez justement évoqué, ou en tous les cas parlé de protection sociale. On devrait peut-être arriver à oser parler de sécurité sociale. Parce que lorsqu'on est dans l'assistance, on est dans la protection sociale, et c'est bien là que se trouvent les allocations personnes handicapées. N'y a-t-il pas un moyen de réfléchir et d'envisager que les revenus et les droits des personnes handicapées relèvent de la sécurité sociale? J'ai pas dit yaka. De la même manière, lorsqu'on évoque ces enjeux de réforme de législation, c'est pas possible de dire on va avoir les milliards suffisants demain matin. Quand on est des politiques sérieux, on fait des programmations. Et je pense que dans le secteur du handicap, on est tout à fait prêt à entendre qu'on rentre dans un dispositif qu'on construit et que l'on programme. Ja. Okay. Donc, votre demande est très claire, l'individualisation des droits. Et ensuite, il y a encore une autre demande, ce serait l'automatisation des droits. Mais j'y reviendrai. Je reviens d'abord vers M. Slido. Il y a encore quelqu'un qui peut prendre la parole personnellement. Bonjour tout le monde. En fait, d'abord, je veux soutenir mes collègues qui ont un handicap. Donc, en fait, le travail, l'emploi, on parle toujours du revenu. Et bien sûr, le revenu est très important. Mais le travail et l'emploi sont également très importants pour votre auto-image et l'image qu'a la société de vous. Je vais également témoigner de mon propre expérience. En 2017, j'ai travaillé 7 mois. Donc, 7 mois de travail. J'avais un CDD ici à Bruxelles. Quelle en a été la conséquence? À la fin de ce contrat, donc mon contrat n'a pas été prolongé, j'avais travaillé trop pour pouvoir entrer en ligne de compte pour une allocation pour les personnes avec un handicap. Donc, la première réflexion, c'est de dire, oui, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais demander une allocation de chômage, ce sera en ordre et je vais trouver un autre emploi. Mais, malheureusement, j'ai présenté mes documents et il s'est avéré que je n'avais pas travaillé assez pour entrer en ligne de compte d'une allocation de chômage. Et donc, ce qu'a confirmé le panel, c'est clair, hein, il y a donc un piège à l'emploi parce que tout à coup, je n'avais droit à rien.
Ensuite, je me suis adressée au service du SPF Sécurité sociale et j'ai rencontré des gens compréhensifs qui m'ont également aidé à mettre en ordre mon dossier. Le dossier était en ordre ensuite et j'ai de nouveau touché une allocation, moins baisse de ce que j'avais avant. Donc, j'avais moins d'argent vu le fait que j'avais travaillé. Mais alors, mon témoignage est très frappant parce que la dame qui m'a aidé si bien pour remettre en ordre mon dossier m'a dit à la fin: alors, Bart, réfléchissez 2 fois avant de te remettre au travail parce que la législation n'a pas été conçue pour travailler lorsqu'on a un handicap. Bon, je lance un appel à tout le monde. La Belgique, il y a quelques ans, a signé la Convention des Nations Unies et l'a ratifiée. La Flandre, à l'époque, s'avait proposé comme objectif de mettre au travail 5% des personnes avec un handicap. En ce moment, si on n'atteint même pas 3%. Donc, je lance un appel. Donc, s'il vous plaît, permettez par la législation d'avoir un cumul au niveau des revenus. Parce que moi, j'ai dû également prouver que je n'ai pas commis de la fraude pour aller travailler, mais j'ai étudié 8 ans et mes diplômes ne serviraient à rien. Quand j'entends parler, madame, j'entends dire « Oui, est-ce que vous pouvez clôturer votre appel? On va l'aborder tout de suite. » J'ai presque fini. Donc, quand j'entends parler madame, elle dit, voilà, je ne peux pas travailler à temps plein, mais les personnes qui ont un handicap et se posent également cette question, est-ce que je pourrais travailler à temps plein? Donc, donner l'occasion aux gens de combiner ces revenus d'emploi avec une allocation pour que ces personnes-là puissent combiner cela. Donc, c'est l'appel et c'est ma demande. Dank u wel, Bart. On n'a pas uniquement un monsieur Slido, on a un monsieur Bart pour intervenir. Et très bien, parce que c'était une des questions, la prochaine question ou thématique qui nous sort du livre était bien cette relation avec le marché de l'emploi, ce piège de l'emploi et cette difficulté entre l'interaction entre l'aide financière et les gains par le bas. Lise, donc tu nous as parlé de ton expérience au travail, la difficulté de travailler. Les syndicats ont réagi aussi pour dire ce qui se passait, etc. Mais est-ce que cela reste tellement difficile, la relation avec le travail pour une personne handicapée? Ça reste difficile. Heureusement, j'ai un travail fixe. Mais vous vous faites quand même du souci pour votre pension. Oui, oui, bien sûr. Mais je veux continuer à le faire. Et je trouve qu'en Belgique, il faudrait quand même qu'on choisisse. Si on veut une société inclusive, et si la Belgique veut une société inclusive, il faut permettre aux gens de travailler, ne fût-ce qu'1 heure par jour. Ça vaut la peine. Ça, c'est ma vision. Mais je pense que c'est aussi la bonne vision, effectivement, une vision qui est partagée. Je vais me retourner aussi aux administrations, aux représentants. Vous n'avez pas uniquement des chouettes gens, mais une chouette réaction tantôt. Mais d'abord, Gisèle, cette perpétuelle difficulté entre la relation entre handicap et emploi. Je vais revenir sur ce que je disais, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, il n'y a pas une seule réalité. Effectivement, vous parlez de réintégration. Premier enjeu, c'est l'intégration dans le travail. Et donc, je disais que pour les personnes handicapées, dès le moment de leur naissance, tout va, ou à peu près tout va concourir à diriger les parents vers des dispositifs le plus souvent non inclusifs ou
dit autrement, spécifiques, mais qui ne donnent pas nécessairement ouverture vers l'inclusion de la vie de tous les jours. Et donc, l'intégration par le travail, c'est un beau concept. Certaines personnes handicapées, en situation de handicap, y arrivent avec beaucoup de difficultés, beaucoup de ténacité, des allées et venues, etc. Mais beaucoup de personnes handicapées n'ont pas eu la formation nécessaire et suffisante par manque d'accessibilité. Je vais me placer comme employeur. Comme employeur associatif personnes handicapées, lorsqu'on ouvre un poste de collaborateur, assistant social, sociologue, etc., le nombre de personnes handicapées, alors qu'on fait appel au service du Forum, etc., nous n'en avons quasiment jamais. Et donc, je reviens, ça vient d'être évoqué. D'une part, manque de formation suffisante pour une part importante du public de personnes en situation de handicap. D'autre part, la peur de risquer de perdre des allocations dont on sait que le chemin va être tellement difficile pour retrouver ses droits. Et donc, si on ne travaille pas en amont au niveau de l'accueil de la petite enfance, c'est-à-dire le chemin de l'inclusion, l'accueil et l'accessibilité de l'enseignement ordinaire ou de l'enseignement inclusif, on rate la porte. On a affaire à des personnes en situation de handicap dont le chemin est tout tracé, non pas vers l'inclusion, mais à côté de l'inclusion. Henk et Véronique, je voudrais parler d'autre chose qui est revenue régulièrement, à savoir la discrimination. La discrimination, on a entendu Lise aussi, ou en tout cas l'impression d'être discriminé. Peut-être d'abord une primeur. Véronique, si je peux vous demander. Vous êtes en train d'élaborer, je crois, la deuxième évaluation de la Convention de l'ONU sur les personnes handicapées. Vous avez des tendances sur la Belgique à nous dévoiler. C'est vrai qu'une deuxième procédure d'évaluation, la Belgique a commencé, puisque l'État belge et toutes les entités fédérées ont reçu leurs questions de la part du Comité des Nations Unies sur leur progrès par rapport aux droits de la Convention. Alors, on ne peut pas nier qu'il y a eu certaines avancées. Il y a des choses, effectivement, qui restent problématiques, ou c'est pas assez. Parce que c'est vrai qu'on vient de faire quand même... on a eu un aperçu de toutes les problématiques, que ce soit logement, travail, enseignement. Et c'est vrai que ça doit être... travailler de front, tous ensemble, et c'est vrai que c'est ça qui manque. C'est le handy streaming, c'est les conférences interministérielles, c'est un vrai plan d'action, même si chacun a son travail à faire, mais avec des échéances, des indicateurs, des évaluations, de se dire, voilà, on veut atteindre tel objectif, pour améliorer la formation des personnes en situation de handicap, d'améliorer leur accès au travail, d'améliorer leurs revenus. Et donc, ce sont des décisions qu'il faut prendre. Alors, il y a des droits qui sont immédiats, comme les aménagements raisonnables, on en a un peu parlé aujourd'hui, et la discrimination aussi. Mais il y a des réalisations plus progressives. C'est vrai que d'aller vers un enseignement plus inclusif, où les gens ne sont pas séparés, où ils ont des diplômes valorisants quand ils sortent de l'école et une aide pour l'emploi, ce sont des choses qui se font progressivement, mais de façon décidée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on voit les étapes et qu'on voit où on va. Et ça, effectivement, ça manque un peu. Bien que dans les déclarations politiques des gouvernements déjà constitués, on voit qu'il y a de l'idée. On voit qu'il y a des avancées, des idées. Oui. Une des idées récentes, relativement récentes, était le handy streaming, d'aller vérifier dans toutes les initiatives légales de quelles sont les conséquences pour les personnes handicapées. Dans le livre, me paraît, qui sort, il existe, mais il est peu connoté à des résultats et à des avancées. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs essais de handy streaming et il y en a encore pour l'instant.
Je pense que l'essentiel, c'est effectivement la coordination, la volonté politique de vraiment suivre ça de façon sérieuse et rigoureuse. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit l'aiguillon, hein, qui pique dans les fesses de tout le monde pour se mettre à agir, et pas seulement avec des mots, et pas seulement de dire « Ah oui, j'ai déjà fait ça ». Non, on va faire ça en plus, et on va l'évaluer dans 6 mois, et on va voir ce qu'il faut ajuster. Et ça, il faut une vraie coordination, et c'est vrai qu'on est un État un État fédéral, avec des entités fédérées, et il faut effectivement qu'elles essaient sur quand même certaines problématiques de discuter ensemble, parce qu'on l'a bien vu par exemple pour les allocations de chômage, où ils se sont rendus compte que quand ils ont voulu exclure les jeunes demandeurs d'emploi qui restaient trop longtemps au chômage, qu'ils excluaient aussi automatiquement toutes les personnes handicapées, parce qu'on sait qu'elles sont discriminées sur le marché du travail, qu'elles ont, il faut le dire, pas toujours, mais souvent une moins bonne formation. Et alors évidemment qu'elles restent plus longtemps au chômage, et alors on s'étonne après qu'il y ait plus de personnes qui demandent des allocations de personnes handicapées. Je pense qu'une des réponses, en tout cas, c'est la sortie du chômage et l'entrée en allocation de personnes handicapées.